La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres de cette édition. Deuxième conseil des ministres du gouvernement Toméga Dogbe ce mercredi. La nouvelle équipe gouvernementale était réunie autour du chef de l'État pour des examens d'avant-projet de loi, de projets de décret et écouter des communications. Et un nouveau foyer de contamination au coronavirus vient d'être découvert dans le Yotor. Plusieurs cas positifs viennent d'y être découverts et c'est l'une des informations à retenir de la conférence de presse hebdomadaire de la coordination nationale de riposte contre le Covid-19. À suivre donc dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi matin au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. Deuxième Conseil des ministres du nouveau gouvernement, dont le communiqué est présenté par le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwada. Compte rendu du Conseil des ministres du 4 novembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, sous la présidence de son Excellence, M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, un projet de décret et écouté 5 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, adopté le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro. L'adhésion à cette convention permettra à notre pays d'assurer une gestion durable des ressources halieutiques, de contrôler les activités de pêche. Elle contribuera également à renforcer la coopération au niveau régional, au niveau sous-régional, en matière de protection et de conservation de nos ressources halieutiques, et de lutte également contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Le Conseil a ensuite examiné l'avant-projet de loi autorisant la ratification de la Convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono, une convention qui a été signée le 30 décembre 2014 à Cotonou. C'est un projet de loi qui vise à assurer un développement intégré et durable du bassin du Mono en étroite collaboration entre le Bénin et le Togo. Par ailleurs, de cette convention, il sera tiré la création de l'autorité du bassin du Mono, une autorité qui permettra de doter ce bassin d'un cadre juridique et institutionnel de gestion transfrontalière des ressources en eau. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre national de lecture et d'animation culturelle. C'est un centre qui vise à consolider, à renforcer toutes les structures publiques intervenant dans la lecture publique. Alors, la création d'un tel centre va également permettre de fédérer toutes les structures qui interviennent dans la lecture publique, mais elle sera précisément chargée de promouvoir, de favoriser l'accès aux livres, à la lecture, à l'animation culturelle, mais à veiller également à la préservation, à l'enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques togolaises. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à la politique nationale de sécurité routière présentée par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, politique qui vise à renforcer le dispositif de surveillance et de contrôle routier. Alors, cette politique est tirée d'un constat, la recrudescence des accidents de la route
et elle va mettre en place principalement une approche basée sur 5 piliers. Le management, les infrastructures, le véhicule, les usagers et l'organisation des secours. Le Conseil a saisi cette opportunité pour exhorter les usagers à plus de vigilance, à plus de responsabilité et à plus de prudence. Le Conseil n'a pas manqué d'inviter les différents services à beaucoup plus de rigueur dans les contrôles. La deuxième communication présentée par M. le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur a porté sur la situation de la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Cette communication a mis en exergue d'une part la situation sécuritaire préoccupante au sein de l'espace, une situation qui est due aux menaces terroristes, à l'extrémisme violent et à la piraterie maritime. Cette situation est due d'autre part à la situation politique marquée par des élections conflictuelles, des tensions ethniques et une fragilité des zones les plus vulnérables. Alors, tout en appelant à la vigilance, le Conseil a encouragé à renforcer les avancées enregistrées en matière de démocratie et de développement économique dans la construction d'une CEDEAO des peuples. La troisième communication présentée par le ministre de l'Économie et des Finances est relative à l'environnement économique international, régional et national. Alors, la crise sanitaire ayant entraîné les conséquences que nous connaissons, le gouvernement a jugé utile de réorienter les priorités à travers une lettre de cadrage budgétaire. Alors, la lettre de cadrage budgétaire donne des orientations précises, des mesures en vue de répondre efficacement aux besoins des populations. Et ces orientations vont se focaliser ou s'articuler autour d'un certain nombre de secteurs clés. Il y aura notamment l'agriculture, la santé, l'éducation, la sécurité, l'énergie, l'eau, l'économie numérique et la protection sociale. Alors, les priorités du budget de 2021 sont en lien avec les engagements qui ressortent de la feuille de route du gouvernement. Et le budget de 2021 sera extrêmement sensible au genre, en continuité avec ce qui se fait déjà, sera extrêmement sensible à l'équité afin de concrétiser la mise en œuvre de la politique nationale genre. La quatrième communication présentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural a porté sur le déroulement de la campagne agricole 2020-2021 et sur les prévisions de récolte. Globalement, la campagne 2020-2021 s'est bien déroulée. Mais les aléas climatiques que nous avons notés, la pandémie qui change notre quotidien, ont impacté ces récoltes. Alors, pour atteindre les résultats escomptés, un certain nombre d'actions ici aussi va être porté, notamment sur l'intensification de l'utilisation des intrants agricoles de bonne qualité. Et pour atteindre un objectif de 8 à 10% par an de gains de productivité agricole, l'intensification de la mécanisation agricole va être élevée avec un objectif de 10% des producteurs ayant adopté les outils de mécanisation agricole, l'intensification de l'irrigation également avec 40 000 kits de goutte à goutte qui seront mis à disposition des producteurs. La dernière communication présentée par la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, chargé de l'accès universel aux soins, va porter sur la réorganisation des acteurs pour une meilleure coordination de la riposte contre la Covid-19 afin d'améliorer la gestion de la lutte contre cette pandémie. Alors, un accent particulier va désormais être mis sur le Grand Lomé qui est apparu comme le principal foyer où sont enregistrés les nouveaux cas ces dernières semaines. Alors, cette flambée et cette réorganisation répondent
finalement à plusieurs facteurs que l'on constate. Il y a eu la rentrée scolaire, il va y avoir la rentrée universitaire bientôt, nous avons l'ouverture des lieux de culte et il y a une perspective d'ouverture des frontières terrestres. Donc, ces différents éléments ont imposé un renforcement de la stratégie de lutte. Il y a donc eu l'élaboration d'un plan de déconcentration de la gestion de l'épidémie de Covid-19 dans la région sanitaire du Grand Lomé, en collaboration avec la Coordination nationale de la gestion de la riposte, CNGR. Et ce plan va se traduire par la mise en place d'une équipe d'intervention rapide, fixe, et d'une équipe de suivi des cas positifs asymptomatiques à domicile. Cette équipe-là sera mobile et elle sera dans chaque formation sanitaire des chefs-lieux de communes. Il va y avoir également un remplacement des 19 équipes d'intervention rapide mobile qui couvrent actuellement à Guenivé et Golfe par 3 équipes mobiles dans chaque direction préfectorale de la santé. Il y aura la mise en place d'une équipe de suivi des voyageurs et contacts mobiles dans les formations sanitaires publiques. Le ministère a requis l'implication des comités de développement de quartier et des comités de santé pour monter d'un cran dans la veille sanitaire. Des dispositions sont en cours pour un démarrage effectif du nouveau dispositif dans le Grand Lomé pour le 10 novembre 2020. Les plans de déconcentration dans les autres régions sont en cours d'élaboration en s'inspirant de ce qui sera fait dans le Grand Lomé pour un démarrage annoncé pour le 17 novembre 2020. Pour ce qui est des structures sanitaires privées, elles sont autorisées à effectuer des prélèvements dans le Grand Lomé et il a été identifié 4 grandes cliniques. Ce sont des cliniques qui ont été choisies par leur pairs. Donc 4 grandes cliniques, les tests seront payants pour tout prélèvement effectué dans le privé, mais le prix sera homologué par le ministre de la Santé et le ministre des Finances. Les prélèvements qui seront effectués dans le privé seront testés au CHU Campus. Au titre des nominations, M. Paneto Begedoué, économiste au ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, est nommé secrétaire général du ministère auprès du président de la République, chargé du plan et de la coopération. Fait à Lomé le 4 novembre 2020. Et comme on l'a découvert lors du dernier Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a apporté des réponses à des interrogations de journalistes présents. Interrogations sur des sujets évoqués durant le Conseil. Je vous propose à présent un extrait sur la question liée à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Question peut-être 3 axes d'analyse ou de réponse. Le premier axe, qui est un axe commun, c'est d'abord un axe d'éducation. C'est un axe d'éducation, de sensibilisation et de formation de nos populations. Le deuxième axe sur lequel le gouvernement a travaillé, c'est la loi de programmation militaire. Une loi de programmation qui permet à l'État de s'organiser sur plusieurs années pour répondre à ce type de menace qui est quasiment à nos frontières. Mais pour aller plus loin, et c'est le troisième axe de ma réponse, le gouvernement ne travaille pas en solo. Le gouvernement travaille de façon bilatérale avec nos pays frères, mais également de façon multilatérale à un niveau sous-régional ou mieux régional pour répondre à ces préoccupations ou à ces menaces qui déstabilisent nos populations et qui peuvent impacter notre développement. Et vous suivrez ce point de presse dans son intégralité en fin de cette édition. Peut-on encore imaginer de nos jours des personnes n'appartenant à aucun État dans le monde? Eh bien, la réponse est oui, a priori. Pourtant, ils sont environ 10 000 personnes à n'appartenir à aucune nationalité. On les appelle des apatrides. Et l'Organisation des Nations Unies a établi depuis 1961 un cadre juridique pour la préservation et la protection justement de ces personnes dites
apatrides. 14 États y ont déjà adhéré et ce mercredi à Lomé, la représentation nationale a autorisé le Togo à ratifier cette convention sur la réduction des cas d'apatridie dans le monde. C'était au cours de la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Donc vous suivez donc les images et nous vous proposerons en détail le compte-rendu de cette 2e session ordinaire de l'année, 8e séance plénière, consacrée donc au test sur la protection des apatrides dans nos prochaines éditions. Et puis sachez que la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain jeudi 5 novembre 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Chaque 1er novembre, l'Afrique célèbre sa jeunesse, une jeunesse qui participe aux actions de développement. Elle est appelée à s'impliquer davantage dans la solution des enjeux sociétaux. Au Togo, Madame Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge de la jeunesse justement, félicite la jeunesse togolaise qui démontre son savoir-faire et sa résilience durant la pandémie du coronavirus. Edem Sousoupo pour des précisions. Ces dernières années, des actions pointues et ciblées sont menées pour l'épanouissement de la jeunesse. La journée africaine de la jeunesse, célébrée le 1er novembre dernier, est une occasion privilégiée pour promouvoir la reconnaissance des jeunes considérés de tout temps comme acteurs clés des transformations sociales et de la croissance économique des États. Les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus disponibles et sollicités pour être partie prenante de la solution face aux grands enjeux sociétaux. En définissant le thème « Voix des jeunes, action, engagement, construire une meilleure Afrique », pour marquer cette année la célébration de la Journée africaine de la jeunesse, la Commission de l'Union africaine veut porter une attention particulière sur l'engagement et la participation des jeunes dans la résolution des grands défis auxquels nos États font face et nous exhorte à promouvoir leur contribution pour façonner une Afrique de paix et de prospérité. La célébration de cette journée est aperçue par le gouvernement comme une marque de reconnaissance envers cette couche vitale, légitimée à la fois par son poids dans la société et par son rôle crucial dans les actions de développement. Les jeunes, quoique touchés par le Covid-19, ont su développer leur génie créateur pour que l'impact de la pandémie soit minimisé. Il est réconfortant de voir aux quatre coins du territoire national des jeunes qui, ayant compris que la victoire sur la pandémie dépend aussi de leur action, se mobilisent pour aider leur communauté à se prémunir contre cette maladie, ainsi qu'à éradiquer le sentiment de fatalisme dans lequel beaucoup d'informations venant d'autres continents auraient pu nous plonger tous. Je veux ici saluer le dévouement et la détermination de près de 6000 jeunes volontaires d'engagement citoyen qui se sont mobilisés pour sensibiliser environ 3 millions de Togolais aux gestes barrières contre la Covid-19. Et le ministre Myriam Dossou d'ajouter que des jeunes Togolais, à travers des actions individuelles et collectives, ont montré de manière éloquente qu'en plus d'incarner l'énergie, la créativité et l'innovation, ils symbolisent également l'espoir en étant capables de soutenir la nation en toutes circonstances. Et l'implication de la jeunesse dans les actions de développement, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement togolais depuis plusieurs années déjà. Et il a mis en place des initiatives pour soutenir cette jeunesse. Christine Pétiké-Aloudin nous les rappelle ce soir. 60% de la population togolaise, selon l'UNFPA, a moins de 25 ans. Une force vitale, un capital humain, un atout pour un développement durable inclusif. Déjà en 2007, des actions très diversifiées ont été programmées comme moyens et stratégies pour une jeunesse épanouie. Un effort énorme a été fait en ce qui concerne les programmes et projets liés à l'employabilité et à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, c'est des milliers de jeunes qui sont financés. C'est aussi beaucoup de milliers d'autres jeunes qui ont eu la chance d'être insérés dans la vie active. Vous avez reconnu l'organisation du Forum national de la jeunesse en 2011
à la suite duquel nous avons organisé régulièrement des forats régionaux de jeunesse où les jeunes ont fait un certain nombre de recommandations. L'opérationnalisation du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes est une des résultantes du premier Forum national de la jeunesse. À la suite, on a tous ces programmes, et par exemple le programme de volontariat national qui sont développés. Du renforcement des capacités des jeunes à la réalisation des infrastructures d'encadrement en passant par la promotion de la vie associative, tout a été bien pensé pour réduire considérablement les difficultés auxquelles la jeunesse fait face. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 centres et maisons de jeunes à travers le territoire national et c'est un programme qui se déploie toujours. Et ça, c'est vraiment pour répondre aux besoins d'information, aux besoins d'orientation. Nous lançons régulièrement un concours d'appel à projet pour encourager des jeunes au sein de leur association. Il y a 94 associations de jeunes qui ont bénéficié des subventions ces dernières années. Et avec leurs membres, il faut voir derrière des milliers de projets d'appui à l'insertion des jeunes artisans. Là, c'est plus de 4500 jeunes qui ont été formés, qui ont bénéficié des kits d'outillage. En matière de citoyenneté aujourd'hui, la plus belle illustration qu'on peut faire, c'est l'engagement des jeunes volontaires. Le gouvernement s'est résolu à faire du digital un vivier économique. La jeunesse est un pilier central de cette dynamique, ce qui justifie la mise en place des incubateurs d'innovation numérique et entrepreneuriale. Le premier en référence est Nunya Lab, un cadre où les jeunes pourront proposer des solutions en rapport avec les besoins des populations. D'ici les années suivantes, chaque région du pays disposera d'un incubateur. Le secteur industriel togolais pourra désormais être plus compétitif. Des experts du secteur se sont réunis hier à Lomé pour recevoir les outils nécessaires à la mise à niveau groupée des entreprises. Le but est d'aider les PME, PMI à faire face à la mondialisation. Voyons cela avec Carmen Madji Akapo. Le secteur industriel contribue faiblement au PIB dans la sous-région ouest-africaine. Pour renverser la tendance, l'UEMOA a adopté en 2006 une politique industrielle commune pour permettre à ces pays membres d'être plus performants et mieux faire face aux défis de la mondialisation. C'est dans ce sens qu'un programme de restructuration et de mise à niveau global a été élaboré et mis en œuvre dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Aujourd'hui, il est question de tendre vers une mise à niveau groupée tout en tenant compte des réalités des tissus économiques de la région. Et chaque acteur est appelé à s'approprier les outils et méthodologies sur la mise à niveau groupée. L'UEMOA recommande maintenant à tous ces autres États membres de s'approprier de ce nouveau concept qu'est la mise à niveau groupée pour pouvoir aider nos industries qui actuellement sont sous le poids de cette pandémie de la Covid. La mise à niveau groupée a déjà été expérimentée au Sénégal et au Bénin et les résultats se sont révélés satisfaisants. Il faut adapter le processus de mise à niveau à la taille et aux spécificités des TPE, donc des très petites entreprises et des PME. Ça permet alors de développer ce qu'on appelle l'offre exportable. Parce que la plupart des petites entreprises sont dans l'incapacité seules de répondre à une demande à l'exportation. Donc on mutualise ainsi leurs moyens avec des procédés identiques. Lorsqu'on lance une commande à une petite, elle peut s'associer avec toutes les autres pour réussir. La mise à niveau groupée permettra donc au secteur de l'industrie togolais de mieux faire face à l'ouverture des marchés internationaux, à l'instar de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Et je vous le disais en titre, en dehors du Grand Lomé, un nouveau foyer de contamination a été détecté dans le Yoto. Plusieurs personnes y ont été testées positives. Le coordonnateur de la riposte a échangé sur le sujet avec la presse ce mercredi. De nouvelles stratégies de lutte en cours ont également été portées à la connaissance des journalistes et c'était durant la conférence de presse hebdomadaire de la coordination. Le compte rendu avec Magloire Akwe et Lyodo Wari. 125 cas positifs au Covid-19 et 3 décès en une semaine. Une hausse de contamination due au nouveau foyer détecté à l'usine cimentière Ouassem. Une vingtaine de cas positifs relevés
avec plus de 100 prélèvements. L'usine est fermée, des cas contacts sont traqués. La coordination face à la presse donne des précisions. Quand on multiplie le nombre de contacts qu'il y aura et que nous allons faire les tests pour avoir, on se dit que vaut mieux aller fermer. Afin de permettre au personnel de santé de rechercher les cas contacts, d'assainir l'environnement et d'éviter que les cas se retrouvent dans la population de la préfecture. Actuellement, nous sommes en train de scrimer dans cette zone pour éteindre le foyer. Ceci nous amène à rappeler l'organisation sectorielle où toutes les sociétés doivent veiller au respect des mesures barrières. Mis à part cette société, la majorité des cas se trouvent dans le Grand Lomé. Ces cas sont dispersés dans tous les quartiers de Lomé. Et maintenant, il faut s'organiser pour lutter contre cette maladie qui est devenue à la fois communautaire et endémique dans notre pays. Un nouveau plan de réorganisation sanitaire est en place pour un diagnostic et une prise en charge rapide des cas positifs, des cas contacts et des cas suspects. Ça sera une réorganisation déconcentrée. Je m'explique. Tous les centres, toutes les formations de soins doivent être capables de faire les prélèvements pour le diagnostic, car nous avons constaté qu'il y a un retard de diagnostic qui fait que le malade ou le patient met beaucoup de temps pour savoir ce qu'il a. Et à Lomé, il y aura 15 formations sanitaires qui appartiennent au chef-lieu de chaque commune dans Lomé, sélectionnés. Et dès qu'un malade ou un cas suspect arrive dans ces centres, le prélèvement est fait systématiquement pour ne pas perdre de temps. Aussi, il y aura 6 cliniques privées dans lesquelles, dès que le patient arrive, le prélèvement sera fait systématiquement et dirigé au laboratoire, au CHU, campus. La coordination décide l'ouverture complète des lieux de culte à l'intérieur du pays et quelques lieux de culte dans les autres régions. Au niveau du sport, le match Togo-Égypte se fera avec des mesures spécifiques et sans spectateurs. Quant au tournoi de l'UFOA, il est reporté à une date ultérieure. Et à ce jour du mercredi 4 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 2406. 25 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 1699. 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 650. Et le nombre de décès s'élève à 57. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et la hausse des cas de contamination Covid-19 dans la préfecture d'Agoué et au Golfe ne laisse pas indifférente la coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19. Elle a donc effectué hier une tournée dans ces deux préfectures pour attirer l'attention des comités locaux de riposte sur la situation et ensemble ils ont évalué les défis qui s'imposent en vue d'une meilleure réorientation de la lutte. Voyons cela avec Dodo Harry. Les préfectures du Golfe et d'Agoué-Nivé sont depuis quelques semaines les grands foyers de contamination au Covid-19. Et pour cause, un relâchement dans le respect des mesures sanitaires. Une situation qui interpelle la coordination nationale et les comités locaux de riposte au Covid-19. De nouvelles stratégies de riposte s'imposent. Le coordonnateur est allé remobiliser ses comités pour contenir cette flambée de cas de Covid-19 dans le Grand Lomé. Nous sommes arrivés pour tout d'abord les remercier et les féliciter pour tout le travail abattu
depuis le début de la pandémie, mais aussi noter toutes les difficultés qu'ils ont dans la gestion actuelle, parce qu'actuellement, les activités doivent reprendre, mais avec la présence du virus. Et comment reprendre ces activités en minimisant les contaminations, mais aussi comment gérer le flux des cas positifs pour éviter que l'évolution des cas positifs soit une évolution fatale. Que ce soit la population, mais aussi tous ceux qui gèrent cette riposte, nous voulons demander à tout le monde de redoubler de vigilance dans cette lutte. Le refus de collaborer avec les agents de santé, les attroupements dans les marchés, les lieux de loisirs ouverts en permanence, des cultes clandestins, des mariages et funérailles réguliers, des sports de masse. Voici, entre autres problèmes, à l'origine de cette hausse de contamination. Les comités locaux comptent redoubler de vigilance et intensifier les sensibilisations pour rompre les chaînes de contamination et maintenir la veille pandémique au sein de la population. Nous sommes conscients des chiffres qui sont en train d'aller en hausse. Et nous avions vu des foyers où détecter les lieux où tout cela se passe. Et nous allons revoir notre stratégie de riposte afin de mieux cerner le taureau par les cornes. Nos échanges ont été donc très positifs et nous avons pu élaborer donc ensemble des stratégies pouvant nous permettre de redynamiser la lutte à tous les niveaux, que ce soit au niveau des foyers, au niveau des quartiers, des villages, au niveau de chaque commune et au niveau préfectoral, de manière à ce que nous puissions justement renverser les tendances actuelles, surtout en cette rentrée scolaire où il y a donc plusieurs points de regroupement que nous devons suivre, surveiller, veiller à ce que les mesures barrières soient toujours respectées. Je voudrais ici inviter nos populations au respect scrupuleux des mesures barrières. Ceux-là qui continuent à penser, à affirmer que le coronavirus est une invention, ils n'ont qu'à se déconstruire cette vile mentalité pour accepter que la pandémie existe réellement dans le monde et dans notre pays, le Togo. La coordination annonce certaines mesures, notamment la déconcentration des activités sanitaires pour permettre aux centres médico-sociaux et aux structures de soins privés de faire des prélèvements de Covid-19. Les membres et le personnel de la Commission nationale des droits de l'homme en session à Lomé, en session de formation, découvrent le fonctionnement du mécanisme national de prévention de la torture. Ils vont donc en savoir plus sur les missions principales de ce mécanisme. Clarisse Aticlet pour des précisions. Plus d'un an après la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture, les membres et le personnel de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, revisitent son fonctionnement. La mission principale de cet instrument est de prévenir la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants à travers des visites régulières et inopinées dans les prisons et autres lieux de privation de liberté. Une mission qui doit être exécutée avec professionnalisme et sanctionnée par un rapport bien fourni. Et c'est l'exercice auquel se soumettent les membres et le personnel de la CNDH. La visite des lieux de privation de liberté requiert un certain nombre de connaissances d'ordre technique et professionnel qui méritent d'être mieux maîtrisées pour atteindre l'efficacité, car la connaissance des techniques de visite ne suffit pas. Il faut également une appropriation des méthodes de rédaction des rapports issus de ces visites et le système de suivi et évaluation des recommandations auxquelles les membres et le personnel de la commission doivent se familiariser. Pour passer de la théorie à la pratique, cette formation sera suivie de visites de prison et autres lieux de privation de liberté à l'intérieur du pays
et plus précisément dans la partie septentrionale. La mise en place du mécanisme national de prévention de la torture traduit l'engagement du Togo à prévenir la torture ainsi que toutes les autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant. Il est arrimé à la CNDH par la loi organique du 20 juin 2018. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui soutient le MNP, salue ici la détermination du Togo à mettre fin à la torture. Et je vous propose à présent l'intégralité de la conférence de presse tenue à l'issue du compte-rendu du Conseil des ministres. Le ministre de la Communication, professeur Akoda Ayiwadan, porte-parole du gouvernement, a donc répondu aux questions des journalistes présents et des questions liées donc aux grands axes des sujets abordés au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Suivez plutôt. Je suis journaliste et correspondant de l'agence France Presse au Togo. Je suis également le promoteur de l'agence de presse Savoir News. Merci, monsieur le ministre, pour cette initiative qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus d'éléments d'éclaircissement sur des sujets abordés en Conseil des ministres. Aujourd'hui, face aux menaces terroristes et à l'extrémisme violent, quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement sur le terrain, notamment dans les zones frontalières avec les pays touchés? Sur cette question, peut-être 3 axes d'analyse ou de réponse. Le premier axe, qui est un axe commun, c'est d'abord un axe d'éducation. C'est un axe d'éducation, de sensibilisation et de formation de nos populations. Le deuxième axe sur lequel le gouvernement a travaillé, c'est la loi de programmation militaire. Une loi de programmation qui permet à l'État de s'organiser sur plusieurs années pour répondre à ce type de menace qui est quasiment à nos frontières. Mais pour aller plus loin, et c'est le troisième axe de ma réponse, le gouvernement ne travaille pas en solo. Le gouvernement travaille de façon bilatérale avec nos pays frères, mais également de façon multilatérale à un niveau sous-régional ou mieux régional pour répondre à ces préoccupations ou à ces menaces qui déstabilisent nos populations et qui peuvent impacter notre développement. Donc la réponse à votre question s'organise d'abord autour de l'éducation, de la sensibilisation, autour d'une loi de programmation pluriannuelle et autour d'une coopération militaire renforcée. Je m'appelle Saint-Éric Gatan de Radio Taxi FM Le Mai. Alors tout à l'heure, dans les avant-projets examinés, on parle de l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Ensuite, on parle de ratification de la Convention portant statut du fleuve Mono. Quelle est l'incidence de tout ça sur le Togolais? Pour le Togo d'abord, adhérer d'abord à cette convention est un pas de plus vers un peu plus de protection, un peu plus de sécurité sur nos côtes, de façon globale. Maintenant, pour être un peu plus précis, vous savez, c'est une convention pour la conservation des thonidés. Alors, lorsqu'on parle de thonidés, pour faire simple, on parle de thon, on parle de poissons. Nous avons une côte de 50 km au moins. Au-delà de nos eaux, il y a des ressources halieutiques qui sont aussi des ressources économiques. Et il nous appartient de prendre possession. Vous savez, il y a une politique aujourd'hui tournée vers l'économie bleue. Il nous appartient de prendre possession de façon beaucoup plus précise de ces ressources halieutiques qui sont des ressources économiques, j'insiste là-dessus. Alors pour nous, en tout cas, adhérer à cette convention va permettre notamment de contrôler les activités de pêche, parce qu'il peut y avoir des activités illicites, des activités non réglementées, qui sont autant de pertes économiques pour notre pays. Donc avancer dans la coopération avec les États qui ont déjà adhéré pour réguler cette pêche-là, ou en tout cas avoir un contrôle sur ce type de pêche. Renforcer la coopération, c'est aussi un partage d'expérience avec les uns et les autres. Nous sommes un pays côtier, c'est vrai, mais nos capacités, nos compétences en la matière ne sont pas encore exceptionnelles. Donc, adhérer à ces conventions nous permet d'aller chercher de la compétence, de partager de la compétence avec les pays amis, mais aller plus loin dans la protection de nos côtes. Je suis Jérôme Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, qui est également en ligne
Merci pour l'invitation. Et s'agissant de la gestion de la pandémie, il y a une réorganisation qui est annoncée par le Conseil des ministres, notamment sur la région sanitaire du Grand Lomé. Vous avez défini quelques axes, mais concrètement, à partir du 10 ou du 17 novembre, qu'est-ce qui va changer dans le Grand Lomé? Alors, ce qui va changer dans le Grand Lomé, c'est notamment la souplesse dans la coordination. C'est la souplesse dans la coordination. Avant, on avait une structure qui était établie, comme je l'ai relevé tout à l'heure, avec des équipes fixes, des équipes mobiles. Mais ce que l'on a relevé, c'est que les équipes qui étaient en place, au regard de la recrudescence de la pandémie, ces équipes étaient quelque peu dépassées. Donc il va y avoir un renforcement des équipes. Non seulement ces équipes seront renforcées, notamment par les élèves infirmiers, mais elle sera mieux dotée, organisée dans une structure plus agile, afin que l'on n'ait pas une approche pas trop centralisée, mais une approche qui s'adapte à la pandémie. Donc, concrètement, le changement va être notable sur la coordination et la gestion de la lutte contre cette pandémie. Je vais poser ma deuxième question, monsieur le ministre. C'est sur la communication qui a été faite autour de la politique nationale de la sécurité routière. Des mesures avaient été prises par le passé, notamment le port de casque, ceinture au volant. Il y a les poids lourds qui ne devaient pas circuler à une certaine heure de la journée. Quelle stratégie concrète aujourd'hui le gouvernement togolais compte mettre en place pour renverser la tendance des accidents? Vous avez bien noté, un certain nombre de mesures avaient déjà été prises. Il faut le rappeler, le port du casque pour les motocyclistes. Un travail a été fait en termes de pédagogie pour que les Togolais adhèrent au port du casque. Dans la sous-région, nous sommes cités un exemple pour le port du casque. La réglementation de la circulation des poids lourds aussi, aujourd'hui, est un actif. Mais le constat qui est fait et qui demeure, c'est que malgré tous ces efforts, le niveau d'accident de la circulation reste quand même élevé. Et pour endiguer ce taux que l'on considère, en tout cas un mort, et c'est déjà un mort de trop, pour endiguer ce taux-là, le gouvernement a pensé réorganiser sa politique. Réorganiser sa politique, je vous le disais tout à l'heure, autour d'un certain nombre de piliers, en créant des organes pour coordonner. Les infrastructures routières seront concernées. Il y a une politique de développement des infrastructures routières dans notre pays et parfois, cela n'est pas faux de le dire, ces infrastructures routières peuvent surprendre les populations ou les dépasser, ce qui entraîne un usage peu adéquat de ces infrastructures. Donc il va y avoir un travail autour des infrastructures. Il va y avoir un travail qui va être fait autour du véhicule. Alors quand on parle de véhicule comme pilier de cette politique, c'est tout le travail en termes de contrôle, en termes d'acquisition du véhicule. Récemment, les véhicules neufs, par exemple, ont été exonérés ou sont exonérés de taxes. Donc, ce sont autant de mesures qui vont être coordonnées dans la politique pour qu'on ait pas une centralisation de l'action, mais une action axée sur le résultat, une action mieux coordonnée pour obtenir moins de tués sur nos routes. Monsieur le ministre, moi je reviens encore sur la pandémie. Le Conseil a largement abordé le sujet aujourd'hui. Monsieur le ministre, concrètement, tendons-nous vers d'autres mesures contraignantes? Alors, je ne considère pas que le port du masque soit une mesure contraignante. C'est une mesure sanitaire qui nous permet d'éviter de nous transmettre le virus. Lomé n'est pas bouclé. Lomé n'est pas bouclé. Il n'y a pas de coup-feu à Lomé. Il faut tout simplement prendre en considération un certain nombre d'actions qui ont été menées. Et ces actions nous ont permis d'endiguer ou en tout cas de freiner l'évolution du virus. Comparaison n'est pas raison, mais notre pays est cité en exemple dans la gestion de la pandémie. Les mesures qui sont prises ici visent à répondre encore mieux, n'est-ce pas, dans la lutte contre ce virus. Les contaminations, il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus. Donc, nous devons apprendre à vivre avec.
Et si nous devons apprendre à vivre avec le virus, nous devons aussi apprendre à répondre au virus comme nous répondons déjà au paludisme ou à d'autres affections. Donc, il y a une coordination qui, à chaque fois, s'adapte à l'évolution de la pandémie. Jusqu'à la 33e semaine, Lomé fournissait, entre guillemets, un taux de malades raisonnable. À partir de la 34e semaine, de l'apparition du virus chez nous, en tout cas, on a constaté un bond. Et il fallait répondre, s'adapter à cette évolution pour ne pas être dépassé. Monsieur le ministre, le Conseil a évoqué la campagne agricole 2020-2021. Vous avez relevé une sensible baisse. Et quel est l'état actuel de cette campagne concrètement et quelles sont les perspectives pour l'agriculture togolaise? Nous sommes un pays majoritairement agricole et nous nous appuyons beaucoup sur notre agriculture dans notre économie. Cela a été dit, la campagne agricole 2020-2021 n'a pas été à la hauteur des espérances. Mais les raisons sont déterminées, elles sont connues. Dans le Nord Togo notamment, vous avez vu, il y a eu des inondations. La pandémie de coronavirus n'a pas aidé non plus. Donc il y a eu une véritable baisse, mais la baisse, elle est enregistrée par rapport à la production de l'année dernière. Ce n'est pas une baisse globale. Je peux vous citer des taux. Sur les céréales, nous sommes à moins 8,7% par rapport à l'année dernière, mais sur les tubercules, notamment l'igname par exemple, nous sommes à plus 7,6%. Sur les légumineuses aussi, haricots et autres, nous sommes à plus 2,5%. Mais c'est parce que l'État est à un certain niveau d'exigence que l'on parle de baisse des récoltes. Et puis, il y a une ambition pour l'agriculture togolaise. Il y a une ambition pour l'agriculture togolaise, c'est de la faire monter à un niveau tel que nous puissions la transformer et que nous arrivions complètement à une autosuffisance alimentaire. Et les perspectives voudraient que, au constat des implications dues à la Covid-19, aux inondations, que nous puissions répondre en augmentant, par exemple, le taux d'utilisation du goutte à goutte, en augmentant notre taux de mécanisation, et là on rentre véritablement dans des perspectives beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus ambitieuses pour atteindre les objectifs fixés. Alors, une dernière question, Monsieur le ministre. Nous savons tous que le Togolais lit trop peu. Alors, en cherchant aujourd'hui à mettre en place un centre national de lecture et d'animation culturelle, j'ai envie de savoir ce que le gouvernement compte faire concrètement. La lecture dans notre pays, on peut l'analyser en partant de 1978. 1978, l'État togolais crée quelques bibliothèques. À partir de 1987, l'État est aidé, notamment par des bailleurs de fonds, pour créer des structures de lecture sur toute l'étendue du territoire. Il y en a 66, 30 d'initiatives publiques et 36 d'initiatives privées, notamment confessionnelles, laïques, etc. À partir des années 2000, l'OIF nous a aidés sur les centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC, il doit en avoir 12 sur l'étendue du territoire. Donc, de par le passé, il y avait une politique de la lecture. Et vous l'avez noté qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, le Togolais lit moins. Alors, ce sentiment doit être corrélé aussi avec l'évolution. On lit moins peut-être du papier, on lit plus du numérique, et c'est une lecture rapide. En tout état de cause, le projet de création de ce centre national relativement à la lecture a pour ambition de fédérer toutes les structures de lecture publique. C'est un centre qui, s'il vient à naître, sera doté de beaucoup plus de moyens pour pouvoir organiser la lecture publique, mettre à disposition les ouvrages sur toute l'étendue du territoire. Mais il y a un paramètre intéressant qui est rentré en jeu, c'est la décentralisation. Avec la décentralisation, les mairies, les communes, seront mises à contribution pour pouvoir diffuser un peu plus facilement et de façon beaucoup plus efficace la lecture au sein de nos
population. Je voudrais juste remercier mes amis journalistes d'avoir fait le déplacement et les encourager pour le travail qu'ils font au quotidien, les remercier. Voilà, donc c'était l'intégralité de la conférence de presse à l'issue donc du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Et c'est sur cette conférence de presse donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Nous sommes à l'unité de production Angeline. Elle vous propose toutes sortes de linge de maison en patchwork. Mais savez-vous comment cela se passe? Eh bien, tout se passe ici. Il faut des dizaines de minutes pour produire cette nappe de table en fonction du dessin, du design ou encore de la broderie. Et voici le rendu. Une nappe de table avec une décoration unique, le tout made in Togo. Angeline, c'est une gamme de linge de maison. Là, c'est le premier corps de métier. On fait des linges de maison. Et dans linge de maison, on entend, on va commencer par la salle à manger, par exemple, les nappes de table, les sacs de table, les serviettes de table, chemin de table. On passe au salon, on peut avoir des housses de coussin en patchwork, qui est la signature de l'entreprise, de la marque Angeline. On peut fait des revêtements de meubles également. On peut avoir un plaid de canapé. Et on passe à la chambre, on a des draps de lit, des parures de lit, en fait, drap tout le lot. Et dans la salle de bain, on a des tapis de bain, des serviettes qu'on customise, des robes de chambre. On va à la cuisine où on a un tablier, des gants, des maniques, bref, tout ce qui est textile à l'usage dans une maison. Toute maîtresse de maison a besoin d'une nappe de table. Toute maîtresse de maison a besoin de drap de lit. Aujourd'hui, on leur demande de changer de mentalité. Ça, vous avez le besoin est là. Ça veut dire que le marché est existant. Maintenant, savoir que il y a une gamme de linge de maison qui est faite par une Togolaise, produite par une Togolaise, et en plus, notre entreprise se targue d'utiliser au moins à 75% des femmes. Angeline vous garantit une fabrication locale. Draps de lit, nappes de table et autres, bref, tout ce qui concerne le linge de maison. Les dessins en patchwork sont placés ici après plusieurs étapes avant de passer à la couture. On utilise beaucoup le patchwork, c'est-à-dire à 500. On commence par la création. On prend les tissus, on les découpe, on fait un premier montage. Et après, on redispose et on refait un second montage pour créer le dessin de départ. Donc c'est à partir de là qu'après on le monte sur des pièces plus grandes pour faire une nappe, sur des housses de coussin, sur les draps. Et voilà, on fait des couvre-lits, des boutis. Et c'est la première base. Maintenant, on associe au patchwork de la broderie. On fait des mélanges comme ça de styles pour créer quelque chose de beau, d'attrayant et de joli. Voilà. Quand on dresse une table, quand on a une belle nappe, déjà c'est la moitié du repas qui est apprécié. Quand il y a une belle table de dresser, voilà. Les prix de ces linges de maison varient en fonction de la composition du patchwork, de la broderie et parfois de l'épaisseur du tissu. Ils sont faciles à entretenir. Ils passent au lavage et ne demandent qu'un peu de repassage.
Dans ma famille, je vis avec 7 enfants, plus 2 femmes. Le père avait pris la nutrition, en plus l'habillement, en plus la santé. Et moi-même, il m'a pris en me donnant les semences pour faire le jardin, en payant les engrais pour ma culture. J'arrive à faire l'élevage et j'entretiens ma famille. Mes enfants fréquentent au collège que le PRF a construit à Tanoukaw. Ils nous ont fait constituer des groupements. On peut créditer, aller soigner l'enfant. Ils nous ont conseillé de faire des latrines communautaires. Avec ça, latrines communautaires, on a évité certaines maladies. L'instant météo.